Salut, je m'appelle Eve et aujourd'hui je vous présente ma série d'interviews liées au froid. J'ai tourné ces interviews pour aller à la rencontre de personnes qui ont vécu une expédition dans le grand froid, ou pas forcément une expédition mais du bivouac par exemple, enfin qui ont une expérience liée au froid. Et j'ai tourné ces interviews en prévision de ma propre expédition qui aura lieu mi-février dans le nord de la Finlande et la Norvège, pour me donner du grain à moudre, éventuellement des conseils, de l'inspiration surtout. Je vous laisse découvrir ma seconde invitée. Salut Émilie. Salut Eve. Est-ce que tu peux te présenter? Quelles sont tes activités? Ce qui te meut dans la vie? Alors, je suis accompagnatrice en montagne depuis 17 ans et enseignante de yoga depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment synthétisé, créé des liens qui sont aujourd'hui le moteur de ce qui me touche le plus dans la vie, à savoir créer du lien entre le vivant en nous et autour de nous, de manière à interroger notre rapport au monde. Et comment trouver des manières d'interagir au monde beaucoup plus riches, profondes et incarnées. Et alors, si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour te poser des questions et pour que tu abordes ton voyage en Laponie. Alors, est-ce que tu peux nous resituer ce voyage? Quand c'était? Combien de temps tu es partie? Comment tu t'es rendue là-bas? Enfin, voilà, ce que tu as envie de nous raconter, mais sur la genèse aussi peut-être de ce voyage? Ce voyage, en fait, c'est des voyages, Ouais. parce que je suis partie 2 fois, à 2 ans d'intervalle. Et je sens que je serai amenée à y retourner. Ok. C'est pas du tout pour moi une quête d'exotisme ou d'aventure. C'est pas du tout ça qui m'a amenée en Laponie. En fait, cette histoire, elle a commencé dans un train avec une énorme question que j'ai posée à une amie qui connaissait très bien la Laponie. Et cette question, c'est une question que une femme médecine indienne m'a posée un jour de octobre 2017. Et je me suis retrouvée avec elle et un ami péruvien, franco-péruvien, qui m'appelle et qui me dit eh ben, Danitza, cette femme médecine, elle est à Paris, elle a rêvé qu'elle devait honorer le Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous emmener près d'une source où une eau est en contact avec le sommet du Mont Blanc? Ok. Et 48 heures après, déboulait à la maison. Et Danitza me pose une question qui me semble à cette époque absolument vertigineuse, qui est: comment ton peuple honore ces montagnes sacrées? Qu'est-ce qui fait honneur à la montagne pour ton peuple? Quelle est la boisson sacrée? Quel est le rituel? Comment vous lui parlez? Quelle est la symbolique des animaux? Qu'est-ce qui se passe? Pas pour toi, pour ton peuple. Et 48 heures après, je me retrouve avec elle, Pedro et moi, au glacier de Bionacé. Et elle me regarde et elle me dit: tu es la seule blanche ici, donc tu es responsable pour tout ton peuple. Je ne te demande pas d'être là pour toi, je te demande d'être là pour ton peuple. Ce qui change d'échelle et ce qui change de responsabilité. Un petit peu. Et du coup, cette question est restée ouverte et a résonné longtemps en moi. Et vu que je suis ethnobotaniste de formation, je suis assez sensible à cette notion de rituel depuis mes études d'anthropologie. Et donc, je discute avec mon amie Cécile, qui connaît très très bien la Laponie, et qui me dit quelque chose qui m'interpelle. Elle me dit: cette terre là-haut, elle parle. Et quand tu sais l'écouter, elle te répond. Et je me dis: qu'est-ce qu'il y a de plus proche qu'un écosystème arctique et un écosystème alpin? C'est les mêmes végétaux. Les végétaux, je les connais. Les animaux, principalement, il y a quelques spécificités, mais ça reste un biotope qui n'est pas un biotope amazonien ou himalayen. C'est le plus proche. Et elle me parle des Samis, du chant des Samis, du yoik, de toute cette dimension-là. Et elle me dit: là-bas, la terre, elle parle. Et ça me bouleverse. Et je me dis: mais je dois y aller. On est le 30 janvier 2023. Et je regarde Cécile, elle me dit: mais tu dois y aller. Je dis: bah ouais, je dois y aller. Et le soir, ça me turlupine, je suis là: mais je ne l'ai pas prévu, je dois annuler du boulot, j'ai mon fils, il a besoin que je sois là. Et je fais une méditation, et dans ma méditation, je vois les boulots de Laponie qui me disent: viens nous voir, on doit t'apprendre quelque chose. Et là, je me dis: je vais quand même pas partir en Laponie parce que j'ai vu des boulots dans une méditation. Je me dis: non mais là, Émilie,
Tu passes un cap, quoi. Et je bossais toute la semaine avec cette amie Cécile qui a fait énormément d'expéditions, qui a amené des personnes handicapées en montagne, qui a monté des documentaires autour de ça. Et elle leur met une couche dans le train de Valorcine à Chamonix. Elle me dit, mais Émilie, arrête de turlupiner, tu dois y aller. Et dans mon cœur, ça fait un truc, des rendez-vous de l'âme, tu dois y aller, quoi. Et alors là, je regarde, je dis, ouais, non, mais j'y vais en train, machin. Donc, je commence à regarder les billets de train. Je commence à regarder ce que je peux décaler comme boulot. Je vois que ça passe. Je discute avec mon fils. Je lui dis, est-ce que c'est OK pour toi que je parte 3 semaines, qui a 15 ans à l'époque. Je discute avec son papa, avec mes parents, avec tous les gens qui peuvent aussi me seconder là-dedans pour créer cet espace de 3 semaines pour pouvoir partir. Et je vois que tout est OK. Et je me dis, bah, j'y vais. J'ai pas de matos, j'ai rien. Et puis je prends vraiment le temps d'interroger à l'intérieur de moi si c'est vraiment juste que je mette en place toute cette énergie-là pour aller là-bas. Et tous les voyants sont ouverts. Des voyants les plus concrets du matériel, où en moins de 24 heures, je trouve tout le matos. Qu'on te prête? Non, que j'achète sur le bon coin, qu'il y a un mec qui habite à 50 bornes d'ici qui est prêt à vendre, que c'est ma pointure, que c'est les bons skis, que... Je dis OK. Je prends le billet de train. Je demande à ma pote Cécile si elle a toute la carto. Elle me dit, bah, viens à la maison, tu fais ton marché de tout ce que t'as pas. Elle avait tout le matos prête à me le prêter, tout ce qui était le matos complémentaire. Donc en gros, en 15 jours, j'avais tout le matos. Et là, je me dis, bon, bah, au moins c'est clair, je dois y aller. Et donc, je me retrouve à faire ce grand périple de Genève jusqu'à Abisko en train, qui représente à peu près 40 heures de train, de nuit, etc. Et je me dis, bah, c'est chouette si je pars avec un enregistreur sonore pour sentir qu'est-ce que je vais percevoir de cette terre, quelle va être ma relation avec cette terre, qu'est-ce qui va arriver de ma rencontre avec les Samis ou pas, et qu'est-ce que j'aurais envie de chanter. Parce que ça fait une 20aine d'années que je chante pour les torrents, les montagnes, pour les gens en montagne, en plus de les amener d'un point A à un point B. Et ces chants, à chaque fois, ils ont bouleversé les gens, donc ça m'a toujours interpellée. Il y a quelque chose qui me dépassait là-dedans. Et je réalise qu'en fait, quand j'écoute les yoïks des Samis, bah, c'est des chants qui sont tellement proches qu'on pourrait croire que mes chants sont des yoïks. Et ça me bouleverse, quoi. Et du coup, je me dis, OK, il faut qu'il y ait une trace de ces chants-là. Et je pars avec l'idée de traverser les espaces, mais de ne pas tricher avec cette terre. C'est-à-dire que je m'en fous du nombre de kilomètres que je vais faire, je m'en fous de l'itinéraire. Par contre, je vais avoir du temps à skier en silence, à rentrer dans cet espace, à sentir si c'est juste ou pas d'y aller, à savoir faire demi-tour, à savoir m'engager quand c'est le moment. Et le premier voyage, je le fais sans GPS, sans balise de secours, juste avec une carte papier et mon téléphone qui a une carto et mon expérience de montagnarde depuis, ça fait 25 ans que je suis en montagne. Je veux dire, je pars pas de juste j'ai médité, il y a tout un background qui fait que bah, voilà, je passe 300 jours de ma vie en montagne, minimum. J'ai bossé dans les refuges, enfin, je sais être là avec la montagne. Et que le biotope est assez proche en fait. Et tu avais ton sac à dos et tes skis, mais tu n'avais pas de poulka. Non, moi j'ai fait le choix d'être très compacte, d'avoir un sac à dos, mais du coup ce sac à dos il me limitait un petit peu dans l'autonomie. Et je pouvais avoir, le max que j'ai eu c'était 9 jours de portage de nourriture. Au-dessus j'arrivais pas à porter plus. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Et je suis arrivée à un poids autour de 17-18 kilos. Quand même. Ce qui fait déjà un bon sac. Et ça va, j'ai une stature, tu vois, quand même. J'ai une carrure qui fait que je peux aller là, mais au-dessus, après, ça devient compliqué. Je sens que ça, c'était pas OK. Et donc, si tu veux, la question matérielle, bah, j'ai tellement fait de sac à dos dans ma vie qu'elle était pas centrale. Tu vois, je suis partie en Himalaya toute seule, j'ai le tour d'Europe en vélo. Enfin, partir toute seule, c'est pas un problème. En fait, c'est presque reposant comparé à encadrer un groupe. C'est ça. C'est les vacances, quoi. Donc la question d'être seule, pour moi, c'était plutôt attrayant que repoussant. Et du coup, bah, voilà, je me suis retrouvée dans ce voyage avec cette envie vraiment d'entendre la terre. Et de prendre du temps. Donc d'avoir du temps pour skier, mais du temps aussi pour méditer. Mais méditer en Laponie, ça veut dire méditer par 0 degré. C'est ça. Donc ça veut dire que tu as un engagement total dans cette pratique. C'est vivre avec le vent, c'est pas lutter contre.
c'est trouver de la douceur dans la tempête. C'est là on est confort, c'est tout mignon, on est Ben au bord oui. de la cheminée. Mais comment tu trouves ce souffle, cette douceur dans une terre qui est rude, mais qui est vraie, et qui t'amène dans cette vérité. C'est ça qui, moi, m'intéressait. En fait. J'avais rien à faire du défi personnel. Alors, absolument rien. Ça ne m'intéressait pas. Du nombre de kilomètres que je faisais par jour. Tant que j'arrivais au refuge et à un endroit où je pouvais dormir, c'était cool. Bon. Parce que j'ai fait le choix de ne pas partir en autonomie dans le sens d'avoir une tente, un bivouac, etc. Ouais. Donc il fallait absolument que tu arrives dans une cabane. C'est ça. Ouais. C'était la contrainte que j'avais. Le premier voyage était moins engagé que le deuxième. Ok. Donc le premier voyage, je savais qu'à peu près entre 25 et 10 km, il y avait des cabanes. Ouais. Ce qui change vraiment fondamentalement la donne, mais qui du coup dégage du temps par toute la dimension plus sensible du voyage. Parce que quand tu es dans la peur, t'es pas dans l'ouverture. C'est ça. Quand tu es dans la tension, t'es pas dans la rencontre. Quand tu es dans la lutte, t'es pas dans le respect de ce qui vit en toi. Donc ça change tout en fait. Oui. Et moi j'avais vraiment envie d'un voyage profondément déjà respectueux de mon corps. J'avais aucune noblesse à aller me mettre dans le dur. Mais en même temps, j'étais ok de traverser une tempête. Oui, c'est ça. Tu vois, mais avec de la douceur à l'intérieur, de choisir le jour où t'es prête. Voilà, tu vois. Pour la tempête. Ou sinon, j'attends une journée, c'est ok. Tu vois, j'avais pas envie de lutter avec ça. Donc voilà pourquoi j'y suis allée. Les vraies raisons, c'est ça. Ouais. Là, je te livre les vraies raisons. Parce qu'on peut dire plein de raisons à un voyage. Oui. Mais... Et peut-être que ça a changé avec le recul. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ce premier voyage, j'ai vite senti que déjà, aller dans ce qu'ils appellent les montagnes, ce qui correspond à nos alpages en plein hiver, c'est pas là où j'allais rencontrer les Samis. Mais que de pouvoir d'abord rencontrer la terre, c'était vraiment chouette. Parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à me documenter sur les enjeux autour des luttes autochtones, des extractions minières, de rapports de force entre le gouvernement suédois et les différentes communautés samis qui ne sont pas du tout uniformes. Oui, parce que là, toi, tu étais, excuse-moi, en Suède. Moi, j'étais vraiment en Suède et je suis restée en Suède. Ce qui est différent entre la Finlande, la Norvège ou la péninsule de Kola, où là, la péninsule de Kola, tu es en Russie. Oui. Et donc là c'est complètement différent. Là, on est dans la préhistoire des droits de l'homme. Oui. Ok. Et donc, si tu veux, tu sens que les Samis, c'est une population qui a été nomade et qui, du coup, a évolué entre des structures politiques et des pensées philosophiques et politiques qui ne sont pas les mêmes entre la Russie, la Finlande, la Suède et la Norvège. Et eux, ils peuvent avoir les 4 nationalités. Dans une famille, tu peux avoir 4 nationalités parce que c'est des nomades, en fait. Eux, leur système de vie, il est pensé comme des nomades. Et donc, la question du nomadisme a été centrale dans le premier voyage. Et je me suis rendu compte que des nomades, ils sont dans leur quartier d'été, en été, mais pas en hiver. Ce qui peut paraître très bête, mais en vrai, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au final, je me suis retrouvée dans des villages qui étaient vides. Mais dans ce vide, il y avait tout le côté plus subtil de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se tisse. Et de se laisser guider aussi, d'avoir vraiment des lieux qui m'appelaient, quoi. Et des fois, je suis montée à des sommets en me disant, mais là, je dois y aller. Et il se passe quelque chose. Et donc, ça m'a permis de rencontrer la terre. Par contre, la seule rencontre que j'ai faite avec les Samis a été très râpeuse et très dure. Ah ouais. Et sur ce premier voyage. Sur ce premier voyage. Et donc, la sortie de ce voyage a été assez... je pense que je peux mettre une forme de rupture, quoi. Entre la profondeur de ce que j'avais vécu dans ce voyage, avec les lacs, avec les arbres. C'était vraiment... la terre, elle parlait et je sentais ce que je perçois ici, mais ici, c'est tellement parasité de plein de choses. Et une terre, elle parle si on lui a parlé pendant des siècles, et les Samis parlent à leur terre. Vraiment, et encore au présent. Mais c'est pas quelque chose qu'ils m'ont livré à une étrangère qui déboule et qui arrive de la Queensleden, un week-end de Pâques, où le gîte, il est blindé, où elle a pas de place, et en fait, elle te regarde, elle fait, t'es pas capable de dormir dehors, t'as rien à foutre ici. Ah oui. Et elle en a rien à carrer que tu dormes par moins 15 ans. Ah ouais. Et elle te dit, tu dégages. Mais c'est clairement ce qui s'est passé. Hein. Parce que ça, c'était la dame qui tenait le gîte. Le gîte de l'arrivée finale à Nukaluokta. Et moi, j'avais pas anticipé qu'il y aurait... Parce que dans le système de réservation des refuges suédois, tu peux ne pas réserver. Et ils te font toujours une place. Comme un refuge en montagne, où tu es censé faire refuge. Mais voilà, mais en France, tu dois quand même réserver.
En Suède, tu n'as pas d'obligation de réservation. Ouais. Tu seras toujours accueilli. Oui. Et moi, j'étais partie sur cette dynamique-là. Et donc, quand je suis arrivée à Nikkaluokta, qui est le bout de la route, on m'a regardé, on me dit, moi, j'ai pas de place. Ah, donc ça marchait pas, là. Donc, Wow. vous dégagez, quoi. Bah, c'était ces mots-là, hein. Je veux dire, il n'y avait pas de pincette. Ah non, pas de pincette, pas de... Et c'est vrai que c'était très râpeux, quoi. Ah ouais. Donc moi, j'arrivais de ce 15 jours très intenses, de silence, de pratique, de chant pour cette terre, pour l'honorer. Et elle m'accueillait... les chamoniards vont pas aimer, mais comme une chamoniarde qui déboule avec un touriste chinois et qui demande un truc qui le saoule, quoi. Et en moins de 48 heures, je me suis retrouvée à Stockholm. Même pas 24 heures, je me suis retrouvée à Stockholm. Parce qu'en fait, j'ai dû partir de Nikkaluokta, faire du stop, arriver à Kiruna. Finalement, j'ai réussi à choper le train de nuit 24 heures à l'avance. Donc 24 heures après, j'étais à Stockholm. Ah oui. T'étais sortie d'un coup du voyage. Comme un enfant qui sort du ventre de sa mère et qui comprend rien. Ah ouais. Tu vois, c'est comme un môme qui sort par césarienne, quoi. Ouais. Il n'a rien compris, on l'a arraché et qui se fait engueuler. Donc c'est vrai que je suis restée après ce premier voyage en me disant, j'ai pas fini, quoi. Et le deuxième voyage... Ça avait duré combien de temps ? Ça a duré... et de manière effective, je suis restée... 31, j'arrive à Stockholm. Et le 10 avril, je sors... je suis à Nikkaluokta. D'accord. Mais en fait, ça a résonné en moi pendant des mois et des mois et des mois. Et ce qui est assez beau, c'est que ma petite tribu, donc mon compagnon, mon fils et mon beau-fils, m'ont rejoint à Copenhague en van. Donc je savais aussi qu'on allait se rejoindre. Et ils m'ont ramené de Copenhague. Ouais. Donc après, il y a eu toute une phase de transition de Stockholm, Copenhague, de rentrer ensemble. Mais moi, j'ai l'impression d'arriver d'une autre galaxie. Ouais. Quoi, clairement. Et après, je me suis dit, non, mais cette terre, j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre d'elle. Vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai laissé un an pour être présente pour mon fiston. Et l'année dernière, donc en 2005, je me suis dit, j'y retourne plus longtemps. 2025 ? Ouais, donc j'y suis allée mi-mars, de mi-mars à mi-avril, quoi, grosso modo. Donc sur un voyage plus long, où là, la partie en montagne, c'était 18 jours d'expé. Ok. Et qui s'est construit d'une manière complètement différente. Ça s'est construit autour d'une montagne qui s'appelle la montagne Aka. Et moi, j'aime beaucoup, quand je construis un séjour, partir de la carte d'une manière très neutre. Ouais. Et me laisser sentir qu'est-ce qui m'attire comme lieu depuis la carte. Et ça, je construis mes séjours comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça m'a toujours amené au bon endroit. Ok. Donc j'ai appris à y faire vraiment confiance, à cette intuition profonde. Et je vois cette montagne Aka, et je me dis, mais il faut que j'aille là-bas, quoi. Mais il faut que je prenne le temps d'arriver. Et cette histoire de montagne sacrée, elle continuait à être présente. Et quelques jours avant ce départ, donc ce deuxième départ en 2025, une amie me contacte pour que des chamans mongols viennent enseigner dans la maison. Okay. À 7 jours du départ. Je me dis... Le signe du destin était quand même assez énorme. Ouais. Alors finalement, ça ne s'est pas fait dans cette maison, mais j'ai quand même rencontré les chamans mongols. Et je sentais qu'il y avait une résonance avec cette terre. Et dans le train, quelques jours avant de partir, je croise Nastasia Martin. Ah oui. Qui est dans le train à Cham parce qu'elle va au proba du guide. Quoi. Ah, c'est fou. Et je me dis, non mais c'est dingue, je pars en Laponie pour travailler sur le yoik et le chant et je reprends Nastasia Martin. Ah oui. Je me dis, c'est fou quoi. Ouais. Et donc on échange rapidement, un quart d'heure, 20 minutes. Moi je pars en sortie avec mes clients, elle part au probatoire du guide. Enfin c'est vraiment un croisement. Je me dis, bon bah là il me semble que c'est le moment d'y retourner quoi. Et donc, je remonte dans le train et je repars dans une optique plus précise encore, avec l'idée d'aller vers cette montagne. Mais il se passe plein de choses pour moi au moment du départ. Et notamment, c'est un moment où, dans ma vie personnelle, je travaille beaucoup sur ma lignée de femme et sur les mémoires de ma lignée de femme. Et des traumatismes d'abus de la lignée de femme. Et je sens que corporellement, tout mon côté gauche, il est pas sain. C'est pas si évident que ça. Ouais. Donc je pars en étant un peu plus fragile que le premier voyage. Et en même temps, j'accepte cette fragilité-là. Je me dis, bon, moi, je vais y aller plus cool. Je vais voir. Ouais. Et je choisis de commencer le voyage par
les 2 premiers jours où je connais l'itinéraire. J'ai déjà été en 2023. Comme ça, il y a quelque chose qui est... un peu plus simple. C'est plus simple. Je sais à peu près où je vais sur les 2 premiers jours, le temps d'arriver, le temps de sortir des 40 heures de train. Tu vois, les transitions. Ouais, des transitions. Puis je pars avec cette idée aussi de demander aux gens comment eux, ils parlent avec cette terre arctique. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher. Donc ça commence dans le train, où je questionne les gens de pourquoi ils partent en expé. Et puis après, les gens qui sont là depuis 20 ans, les gardiens de refuge. Donc je prends le temps vraiment d'écouter et de chanter pour eux. Et je me rends compte qu'après chaque échange, quand il y a eu un échange fort, je chante pour les gens. Et c'est comme si ce chant-là, que c'était une sorte de talisman pour eux. Et une rencontre avec leur âme plus profonde. Ouais. Et il se passe des choses très belles dans ces moments-là. Je chemine et le 2e jour, le matin du 3e jour, il se passe une expérience qui est très très forte pour moi et très marquante. Qui est que je fais ma pratique, parce qu'en bonne yogi, je pratique tous les jours depuis 10 ans, 1 heure, 1 heure et demie, que ce soit au fin fond de la Laponie, dans le train ou à la maison tranquille. Ouais. Voilà. Ça structure ma vie, donc c'est important. Et là, j'ai 2 fois dans cette méditation, je vois un lièvre variable avec toute la partie gauche du visage en sang, écorché. Et puis 2 fois, ça vient et je me dis... Et j'ai confiance de ce qui se passe dans ces moments-là parce que c'est une boussole intérieure depuis 20 ans et que ça m'a toujours amené au bon endroit au bon moment. Donc à un moment donné, je sais que c'est pas de l'imaginaire. Et quelques heures après, je fais une chute sur la glace. Ah ouais. Et je tombe sur le visage. Et tout mon côté gauche est en sang. Ah ouais. Que le visage, exactement comme le lièvre. Et là, je me dis, oh bordel, quoi. Tu vois, ça me calme d'un coup. Ah ouais, être en relation avec la terre, c'est ça. Là, elle m'a calmée. Là. Ah ouais. Là, elle me dit, non, en fait, ça va pas dans mon sens. Et là, je suis ébranlée, quoi. Bah oui, parce que comment comprendre ce nom et ben ouais, exactement, comment comprendre ce nom. Tu vois, parce que nous, en Occident, on a l'idée qu'on est toujours tout puissant par rapport au territoire et que grâce à la force, la volonté, l'entraînement, la préparation, on arrivera au bout de tout. Oui, mais non, en fait. Et non. Et non. Et je me prends un nom de la terre. Donc j'arrive au refuge un peu en mode dans mes petits souliers, quoi. Ouais. Et quand je te dis petits souliers, genre, j'ai pris cher, j'ai un peu mal à l'épaule. Voilà, quoi. Hein, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas entendu ? J'avais des velléités de partir sur une grosse étape de 40 km en dehors des traces le lendemain. Je fais, non. Tu vois ? Non. Et j'écris un texte, justement, que je te lirai peut-être tout à l'heure, si on a le temps, sur cette fragilité que je ressens, en fait. Je prends le temps d'enregistrer ce témoignage à chaud, comme une archive pour moi aussi. Et de compréhension de cette blessure de la lignée féminine, de ce que ça veut dire, de qu'est-ce qu'il y a à réparer, de comment être femme dans ce milieu-là. Ouais. Comment être dans ma force, ma puissance et ma douceur en même temps, et dans mon humilité. Et qu'à ce moment-là, toute mon expérience n'a servi à rien. Je me suis fait 50 mètres de chute face la première sur la glace. Ouais. J'ai rien compris et je pouvais rien faire. Ouais. Et donc je me sens, tu vois, en mode petit scarabée, on retourne apprendre un peu la vie, quoi. Je me dis, je rentre, non, je rentre pas. Je suis un peu défaite quand même. Ouais, bah oui. Tu vois ? Et je me dis, quand on est défait, il faut savoir être humble. Donc tu prends la Kungsleden, comme tout le monde. Tu fais profil bas, tu y vas tout doux demain, et tu pratiques plus son yoga, et tu vois ce qui résonne, quoi. Donc j'ai eu vraiment en mode, tu t'es fait calmer, ok, quoi. Et c'est assez beau parce que du coup, la journée se passe bien. Hein. J'arrive à un refuge de Salska. Et du coup, ça me donne envie de te partager un texte que j'ai écrit juste après la chute au refuge, au moment où je suis arrivée au refuge. Okay. Et donc, ça s'appelle La chute. Je traîne mon fragile jusque dans le nord, le visage gauche craquelé par la chute. À cet instant de prudence, de doute, à cet instant où je fais demi-tour. Écoute ce fragile gauche, il parle, il appelle, il murmure la refonte des fondations. Accepter le fragile dans l'immense de cette terre, dans l'immense du dedans de ma force, fragile, sensible, qui se refond, depuis un ténèbre éclairé,
mais pas encore émancipée. Au vu de mon visage râpé, tu méfies, heurté par la glace. C'est à la fois une chute futile, mais qui résonne, ouvre un avertissement à la prudence, à l'écoute fine, montrer la face lune au reste du monde, face égratignée, face qui interroge, face qui contemple le sombre. Mais comment être sombre dans la lumineuse beauté de cette terre? Je ne peux pas glisser là, mais j'écoute. Je ne veux pas taire le visage meurtri, mais l'âme au fond rit, contemple, pardonne. Unir les parts sombres dans une tristesse douce, laisser les larmes émerger du fond des générations, laisser mes pleurs au vent, pour créer le libre dans l'espace, puissant de la terre samie. Trouver, chercher la puissance du sensible, du fébrile, invisible comme la camarine. Tisser dans la glace et les lichens, une imperceptible dentelle qui crépite sous le froid. Laisser le froid circuler, ne pas le retenir, respirer, crier, apprendre, souple dans les mâchoires, dans la tempête, n'opposer aucune résistance, ni au vent, ni à soi. Humble confiance du doute. Merci. Ouais, voilà. C'est très beau. Et ça me parle beaucoup, n'opposer aucune résistance, notamment au vent. Ouais. Ça, c'est une question qui m'effraie un peu, le vent. C'est le maître. Le vent, c'est lui qui décide de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Oui. Une fois que tu as compris ça, c'est ta boussole, quoi. C'est lui qui décidera et peut-être même... c'est comme... en fait, ce qui a changé entre ces deux voyages, et ça va te parler, c'est que c'était en novembre 2023, je suis partie sur un voilier pour faire une traversée de Lisbonne à Madère. Et moi, en bonne montagnarde, je suis précise, quoi. Le col, il est là, il n'est pas à 50 mètres, tu vois. Et les voileux, ils m'ont dit, bah, peut-être qu'on arrive à Madère, mais peut-être qu'on arrive aux Canaries. Peut-être pas. Donc, détends-toi, quoi. Et quand je suis retournée en Laponie, je me suis dit, bah oui, le vent, c'est le maître. Ah, c'est pareil. Et ben là, c'est pareil. Ouais. Si tu veux aller quelque part, mais le vent, il est contraire, bah t'iras pas là. Et point, quoi. Et si tu veux y aller, tu peux en mourir. Ouais. C'est clair. Tu prends le risque, quoi. Tu prends le risque. Ouais. C'est très clair. À la fois, c'est simple. Mais ouais. Mais quand même, c'est lourd de conséquences. C'est ça. Ouais. Tu peux pas tricher avec le vent là-bas. Si tu t'opposes au vent, il te détruit. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a des moments où il te laisse passer. C'est ça. Mais quand est-ce qu'il te laisse passer? Jusqu'où il te laisse passer? Dans quel sens il te laisse passer? Tu vois? T'es obligé de faire un tour comme ça. Ben ouais. Tirer des bords. Oui, ça m'est arrivé de tirer des bords. Ouais. Ça m'est arrivé de tirer des bords. Ça m'est arrivé aussi. Alors moi, j'ai fait un truc qui est pas du tout dans les règles de l'art, qui m'a beaucoup dépanné. C'est que j'ai pris des peaux de phoque intégrales et pas des petites peaux. Ah. Et les jours où il y avait du vent, où c'était verglacé, ouais. Et ben j'étais bien contente d'avoir mes peaux de phoque intégrales parce que j'avais plus d'adhérence sur la glace que si j'avais eu des mini trucs. Ouais. Et que ça m'a permis de faire des petits sommets même avec des skis de rando nordique classiques. Ah oui. Et que des fois j'ai tiré des bords. Ouais. Impossible de faire autrement. Je pouvais pas aller droit. Voilà. C'est comme ça. Fin de l'histoire, quoi. Je veux dire, ta volonté. Par contre, c'est comment tu construis aussi ton itinéraire en fonction des vents. Ouais. Et ouais, c'est vraiment... De toute manière, il y a un degré de vent où on ne te laisse pas partir du refuge. Ah oui. Mais moi, je serais dans ma tente. Ouais, mais du coup, ce qui est important, c'est que il faut vraiment que tu aies une vision au minimum de la météo à 4-5 jours. Oui. Et que s'il y a un certain seuil de vent qui est annoncé, ben... Tu vas chercher une cabane, quoi. Bah ouais. Parce que, en fait, tu ne résisteras pas au vent. Oui, non. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est pas juste théorique. Ouais. Tu peux y laisser ta peau, quoi. Ouais. C'est une réalité. Oui. Donc après, ben, chacun est libre de faire face à cette réalité-là. Ouais. Et de pourquoi... Après, ça vient questionner cette notion de qu'est-ce qui fait engagement pour nous. Ouais. Et qu'est-ce qui fait transformation. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que traditionnellement, d'un point de vue de l'anthropologie,
un rite de passage, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une confrontation avec le risque de mort. Oui. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Mais il ne faut pas en être friand. Non. Tu vois Non, c'est juste être conscient ouais. qu'il y a des erreurs qui ont un coût là-haut, qui n'auront pas le même coût dans les Alpes. Et du coup, le vent, il est déterminant, je pense. Et surtout, en plus, vu ta morphologie, ça va encore être plus déterminant. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est une limite imposée et à laquelle je ne cesse de me heurter parce que je n'ai pas encore accepté. Donc, ce sera peut-être aussi une façon d'accepter ou d'aller vers l'acceptation. Tu n'auras pas le choix. Ouais, c'est ça. Enfin, avoir un voyage de 3 mois en Laponie sans vent, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pars pas 3 mois, mais bon, quand même, sur 2 semaines, 2 semaines et demie, c'est sûr qu'il y aura du vent. Ce serait pas un voyage en Laponie, sinon. Et tiens, je vais te lire un autre texte qui est chouette sur la tempête, justement sur ce rapport de au moment où tu lâches, quoi. La tempête. La tempête nous suspend. Heureuse patience d'être au chaud. Préservée de la rage du vent. On joue à tuer le temps. On parle, on s'apprivoise. On devient une société éphémère. Nous nous réchauffons de paroles et de thé. Dehors, le vent est le maître absolu. Il tranche, choisit, sépare les vivants et les morts. Il a l'autorité suprême sur toute humanité. Il crache les flocons. La neige est violente, râpeuse, implacable. On ne peut lui faire face. Elle rabat nos paupières. Nous sommes aveugles et soumis. Chaque pas est une urgence pour revenir au refuge. Et là, au chaud, on joue à tuer le temps. Ça te donne l'ambiance. Ouais. Tu gagneras pas contre le vent. Est-ce que tu veux reprendre ton récit ? Ouais. Donc tu étais à la cabane de Salska. De Salska. Salska, c'est un peu un temps de réparation de l'expérience de la chute et un très très beau temps d'échange avec le gardien Andrea, qui est là depuis 30 ans, qui est à la fois quelqu'un qui est suédois, mais qui a une très belle sensibilité au vivant et qui a un vrai lien avec les Samis qui passent, avec qui il boit des cafés. Et il m'explique aussi qu'au premier café, les gens ne te disent rien. Au deuxième café, ils te disent merci. Au troisième café, il commence à te faire une phrase. Ah oui. Et qu'il essaie. Et que maintenant, il a des échanges réels. Et donc, c'est intéressant parce que je comprends aussi toutes les tensions qu'il y a. Et puis là, il commence à me parler d'espaces sacrés qui sont pour les Samis, pour les lacs, qui sont aussi des cimetières. Les îles des lacs sont des cimetières. Ah oui. Donc toi, tu penses traverser parce que c'est le bon itinéraire, mais tu vas sur des tombes. Ah oui, parce que dans ma tête, le lac, mais oui, il est gelé. Donc tu vois pas. En fait, ce qui est assez fou dans la navigation, c'est pour moi, c'est la liberté absolue, paradoxalement. Vu que tout est gelé, tu passes partout. Ouais. Les zones humides, les rivières, les lacs, ça passe. Ouais. Tu traverses des lacs. Une fois, j'ai loupé un lac qui faisait 14 km de large. Ah ouais. Tu coupes un lac de glace sur 14 km. C'est quand même une expérience assez dingue. Les lacs qui sont naturels, c'est pas les mêmes que les lacs qui sont soumis aux fluctuations hydroélectriques parce que ça casse la glace. Donc la glace est plus fragile sur les lacs où il y a des infrastructures hydroélectriques. Donc aussi, vachement, il faut se renseigner en amont de quel lac tu coupes, comment. Certains sont balisés parce qu'il y a les itinéraires de motoneige et ils le sécurisent en fonction de l'épaisseur de la glace. Oui. Mais des fois, non. Ouais. Donc, c'est pas le même engagement aussi. Moi, c'était une question pour moi au départ, cette histoire de lac gelé. Et puis quand j'ai vu comment ça s'est passé, c'était assez clair après. Oui. Et puis j'ai écouté les gens. D'accord. Aussi, qui m'expliquent. Et donc voilà, je pars je pars à Salska. Et c'est la veille de la tempête. Et du coup, voilà ce que je te partageais tout à l'heure avec ce côté de... Je suis hyper pimpante, hyper contente d'être enfin toute seule, en dehors de la Kungsleden. Et puis au début, il y a une sorte d'euphorie. La lumière est là, il y a une visibilité, il n'y a pas trop de vent. Je me sens assez puissante en fait. Je me sens concentrée sur mon itinéraire. Et puis je m'écarte de la voie principale. Je prends une vallée qui est perpendiculaire.
Puis plus je m'engouffre dans la vallée, et plus je sens qu'en moi, il y a quand même une tension qui se crée de là, tu t'engages pour de vrai. Et au loin, à l'horizon, je vois un groupe de Finlandais. Et je sens que quand je les vois, il y a quelque chose qui se relâche en moi. Et à ce moment-là, je prends conscience de toute mon ambiguïté de vouloir à la fois être seule dans cette expérience et à la fois la rassurance de savoir qu'il y a d'autres humains dans ce vallon à quelques jours de la tempête, à quelques heures de la tempête, et que simplement de leur dire je vais au même endroit que vous. Et qu'on sache. Et qu'on sache. Alors, contrairement au premier voyage, j'ai une petite balise de sécurité dans ce voyage-là. Donc, c'est toujours ambigu parce que tu choisis plus d'engagement quand tu as un moyen d'appeler les secours que quand tu les as pas. C'est vrai. Et pourtant, le danger peut être le même. Et je suis encore fragile de cette chute, donc je sens que je suis dans cette espèce de truc. Puis je les croise un peu fringantes, un peu pimpantes, genre moi je suis guide, je vais vite, quoi. Et puis je me rends compte qu'en fait, plus je m'éloigne d'eux, et plus cette sensation de tension à l'intérieur de moi, elle revient. Et je me dis, ok, bon ben, garder dans le rétro. Puis il y a une sorte de jeu entre cette visibilité et leur présence. Et puis à mi-parcours à peu près, je fais la rencontre d'un groupe suédois. Et là, je me dis, c'est ok, ça va être tracé jusqu'au refuge. Parce qu'ils viennent de l'autre côté. Donc là, je perds définitivement les Finlandais. Je me rends compte que dans cette trace, il y a une rassurance, parce que même s'il n'y a plus de visibilité, j'aurai toujours une trace qui m'amène au bon endroit. Et mine de rien, en Laponie, ça compte. Et donc, je trace là, et je décide de passer cette tempête à Ukiore, qui est vraiment un lieu qui est quand même... La première route est à 40 km d'un côté et 90 de l'autre. Donc on commence quand même à être dans un endroit... bien sauvage. Au critère de la Laponie, moyennement sauvage. Au critère de nous, on n'a pas l'équivalent en France. Donc c'est pas les mêmes échelles, si tu veux. Et là, c'est un temps où je prends vraiment le temps de pratiquer beaucoup pour essayer de guérir mon épaule. Et mon visage cicatrise, mais je prends vraiment soin. Je sens que c'est pas le moment d'aller foutre mes blessures... à 90 km/h de vent, 100 km/h de vent, avec zéro visibilité. De toute manière, tu sors, tu es dans une machine à laver, quoi. Tu vois que dalle, ça sert à rien. Et puis, ça se prépare une tempête, donc on va chercher de l'eau collectivement. Il y a un fonctionnement très collectif dans les refuges en Suède. Donc on prépare l'eau pour pas avoir à faire les 50 mètres pour aller chercher l'eau. Il y a un trou dans le lac. En tout cas, moi, j'ai fait le choix sur ce deuxième voyage, d'aller dans des endroits qui n'étaient pas gardés, des cabanes non gardées, où le trou n'était pas entretenu, ou tout ça. Mais dans la cabane, il y avait un peu de matos. Et puis après, il y avait aussi des torrents qui étaient libres. Parce que j'étais sur le printemps, donc il y avait de l'eau liquide. Il commençait à faire chaud. Et donc, du coup, de Ukiore, je prends vraiment ce temps de réparation, temps d'échange avec les gens. Et puis, je me sens quand même vraiment en décalage avec la recherche des gens qui sont là pour faire une semaine de vacances en ski. Moi, ma démarche, elle est de comprendre cette terre pour après pouvoir répondre à la question que la chamane m'a posée en 2017, qui est comment ton peuple il parle à sa terre. C'est une autre dimension, si tu veux. C'est ni moins ni mieux, c'est juste profondément une autre dimension. Quoi. Et je sens que je me rapproche de cette montagne Yaka. On passe cette tempête, c'est un temps vraiment où je pratique beaucoup, où j'écris, où je dessine, où j'ai ce temps un peu de... Après l'effort, ça fait déjà une petite semaine que je suis en train de skier, de recentrage en fait. Et je sens que ça se prépare à aller vers quelque chose qui va où je vais être confrontée à ces lignes électriques qui sont le symbole de l'exploitation de la Laponie par la pensée capitaliste, et de l'extraction minière, enfin de beaucoup de symboles qui sont au cœur des enjeux sur cette terre aujourd'hui entre les Samis et l'autorité suédoise quand même. Et à plus large échelle, qui est au cœur de la crise écologique en fait, et de la crise sociétale dans laquelle on est. De Ukiore, j'arrive à Sitayore, où là, il y a un barrage hydroélectrique, des grosses lignes électriques. Et c'est assez beau parce que c'est un peu la porte, c'est le sas entre les montagnes et le fait que j'arrive bientôt à Ritsen, qui est le lieu avec la route, la nourriture, l'approvisionnement. Enfin, tu vois, c'est une ville. C'est pas vraiment une ville, c'est une sorte de gros camping. Avec une épicerie. Ce qui est à l'échelle de la Laponie, c'est une mégalopole. Je fantasme les 20 derniers kilomètres sur de la pizza surgelée dont on m'a vanté les mérites. Tu vois. Je vais me faire une pizza surgelée. Kiff.
Et du coup, sur cet avant-dernier refuge, je fais une rencontre assez chouette avec 3 femmes qui sont là pour entre amies. Hein. Et dont une de ces femmes travaille à Stockholm. Et c'est une scientifique qui travaille sur le climat en fait et qui intervient auprès des multinationales pour leur faire changer de regard. Et on a un échange sur qu'est-ce qu'elle vient chercher dans la montagne, quel lien elle entretient à cette terre. Et c'est assez intéressant parce qu'elle me parle que pour elle c'est des moments de silence en fait, où il y a plein de choses qui viennent se purifier et qui la reposent du combat qui est des fois assez déprimant parce qu'en fait ils comprennent que la notion du risque et de la perte financière. Et que c'est un discours de sourd en fait. Qu'il n'y a pas de volonté réelle. Il y a un constat collectif. Hein. Mais c'est un bel échange et je chante pour elle aussi à la fin de cet échange. Et en même temps, la gardienne c'est du refuge, c'est une vieille femme qui a 80 ans, qui garde ce lieu. Tu la vois là. Et j'ai trouvé magnifique cette personne et je me suis dit, je reviendrai longtemps ici. Et je fais un rêve assez troublant cette nuit-là, où je suis au-dessus des ravines. Au début, je suis à Chamonix, je suis avec des gens que je connais, tout ça, c'est très confus. Et puis à un moment, dans ce rêve, il y a une louve qui s'approche de moi et qui me prend la main. Et là, je m'aperçois qu'elle n'a pas de dents, qu'elle ne me mord pas, mais qu'elle me guide. Et qu'elle me dit, je suis la louve sans dents, je suis là pour te guider. Et elle me fait sauter les ravines et tout, et je suis avec 3 loups et tout, je me dis... c'est trop bien. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est hyper fort. Quoi. Je sors de ce rêve, je suis vraiment émue. Enfin, je me dis, il se passe un truc. Quoi. Et donc, je finis ces 20 km pour aller à Ritsem. Et je sais que Ritsem, c'est un choix. C'est-à-dire que soit je traverse jusqu'à Akikyok et que là, j'ai pour 16-17 jours d'autonomie. En plus de la semaine que je viens de me faire. Et que là, il y a toute une partie où il y a des cabanes non gardées, donc il va falloir que je gère l'eau, il va falloir que toutes n'ont pas de gaz, que il n'y a pas il y a pas beaucoup d'infrastructures sur cette deuxième partie, mais tu as le gardien qui connaît son territoire quand même. Et il y a un humain qui sait que tu dois arriver, ce qui est quand même une vraie différence. Et puis je me dis, ok, je laisse ouvert. Mais cette grande traversée là de 17 jours, je ne sais pas si c'est le moment en fait. On me dit que sur la fin, vers le sud, il n'y a plus de neige, que les lacs se sont ouverts, que les conditions ne sont pas très bonnes. Donc tu vois, ça me fait un peu réfléchir et en même temps, j'ai encore tout ce temps-là. J'ai ces 17 jours devant moi, donc tu vois, je suis un peu en mode, je vais voir. Et là, cette nuit que je passe à Ritsem, après ma pizza surgelée, je fais une énorme séance de yoga et je sens que toute mon épaule elle relâche, que j'ai plus mal, que tout ce qui s'était mis en tension pendant la chute relâche, que c'est ok, comme si j'étais reprête à repartir. Et là je fais un rêve complètement dingue. C'était hyper troublant, je suis dans une sorte de chalet de luxe, très bizarre, avec des Russes, c'est vraiment très bizarre. Et d'un coup il m'amène dans la salle de bain, je me dis c'est quoi ce délire ? Et là son visage se transforme et je vois un visage très particulier, très lumineux, avec des yeux verts, des filaments jaunes, rouges, qui s'approchent de moi comme ça, mais à me réveiller en fait. Et qui me dit au moment où je me réveille, je suis l'esprit de la montagne. Et là je fais ok. Tu sais, je suis dans mon auberge de jeunesse, en lit superposé. Je me dis ok. Et je m'endors derrière et je suis bien. Je sais que je suis à la bonne place, au bon endroit, tu vois. Là, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Et là, j'arrive près de cette montagne Yaka et je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas ce que c'est que cette montagne, je ne sais même pas ce que veut dire son nom. Et j'arrive, je suis dans un état d'émotion près de cette montagne où j'ai été en Himalaya, dans des lieux particuliers ou dans des séances de méditation intenses. En haute montagne aussi, quand je vais faire de l'alpi, où je sens qu'il y a quelque chose qui est du domaine de la reliance profonde. Et je sens que ça s'active, donc tu vois, je suis dans une grande joie en fait. Il y a ce grand lac gelé pour arriver au pied de la montagne Yaka. Et je suis dans un état de grande joie intérieure. Je me sens un peu dans mon élan, je skie, c'est fluide, ça traverse. Et en même temps, moi, je me dis, je sais pas si je vais faire la traversée en fait. Je sais pas, je vais voir. J'arrive à la mi-journée, parce qu'il n'y a que 15 km, je me pose et je fais la rencontre d'un Allemand super chouette c'est beaucoup moins fréquenté. On est genre 1 ou 2 par refuge, tu vois.
Et je prends le temps vraiment de sentir ce lieu. Je me sens extrêmement bien au pied de cette montagne. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être arrivée en fait. Et je comprends mon intuition de départ que sur la carte, le seul lieu où je voulais vraiment arriver, c'était cette montagne. Et là, je me dis, en fait, t'es arrivée quoi. Et je me dis, bon, on va voir. C'est tôt. Je suis arrivée, mais j'ai quand même envie d'aller dans le Sarek quoi. Donc, Ah, parce que t'as le Sarek après. oui, en fait, la montagne Aka, elle est là, et t'as tout le Sarek, c'est la limite du Sarek. Oui, d'accord. Et donc, le Sarek, c'est un autre fonctionnement que les refuges suédois. Donc, je sais que c'est géré par les Samis, que c'est les cabanes Samis, que c'est une zone qui est protégée par l'UNESCO pour leurs activités pastorales et ancestrales. Ouais. Donc, c'est un lieu où, entre guillemets, c'est une réserve, mais en tout cas, c'est un lieu qui est protégé pour les activités Samis. D'accord. Et je médite, parce que j'ai autant skié que médité dans ce voyage. Et là, je me dis, mais en fait, cette montagne, c'est une femme, quoi. C'est une femme qui est là pour donner corps, je sais pas, qui est là pour densifier l'énergie. C'est très étrange en moi ce qui se passe, de sentir ce qui se passe dans cette montagne-là. Ouais. Et Aka, ça veut dire la grand-mère en Sami. Ah. Et petit à petit, je comprends au fur et à mesure des jours que c'est la montagne sacrée des Samis. Okay. Et là, ça me bouleverse. Ah oui. Tu vois, je me dis, ce que j'ai senti du fin fond de mon salon par l'intuition se confirme sur le terrain. C'est incroyable. Donc ça, c'est troublant pour moi. Ouais. Tu vois, c'est là où je me dis, je suis pas en train de me faire un petit délire. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort et qui répond à mes questions de comment parler avec cette terre. Et donc, je me retrouve à me dire, non mais en fait, il faut que j'aille vraiment près d'elle, quoi. Et ce qui est très beau, c'est que cet Allemand qui est dans le... Henrik, qui s'appelait, on commence à échanger. Puis je sens que on sort du « Ah, t'es allé où? Pourquoi? Tu fais combien de kilomètres par jour? Pour qu'est-ce que t'es vraiment venu faire là ?» Ouais. Et je lui fais part que j'ai envie d'aller à la cabane qui est un peu plus loin, que c'est la cabane de Guissouri, qui est vraiment la porte d'entrée. T'as la montagne Aka, t'as le Mijak, t'as la montagne de Guissouri, et tu rentres, c'est la porte d'entrée du Sarek. C'est la dernière cabane avant 150 bornes sans rien dans le Sarek. Ah ouais. Et je me dis, il faut que j'aille là-bas, quoi. Je sais qu'il n'y aura pas de gardien, je sais qu'il y a 4 places, c'est une toute petite cabane. Ouais. J'ai des Français qui arrivent dans l'autre sens qui me disent qu'il y a du gaz, donc du chauffage, qu'il y a de l'eau qui coule. J'ai les infos qu'il me faut, tu vois, j'en ai pas besoin de plus. Et je sens que cet Allemand, il a très envie de m'accompagner là-bas, mais qu'il connaît, qui est déjà allé, tout ça. Puis je sens que c'est une belle énergie, c'est quelqu'un dont j'ai envie de l'accompagner, tu vois, que je sens chouette, quoi. Je dis, ok. Et je comprends au fur et à mesure qu'en fait, il a failli perdre un ami là-bas, qui s'est perdu, qui a passé une nuit et qui a failli y rester. Wow. Et que dans le fait de m'emmener là-bas, il y a cette idée de réparer ce qui s'est vécu avec son ami. Et je trouve ça hyper beau. Ouais. Et en même temps, il me guide, il me laisse à la porte de la cabane en me disant, vis ton expérience. Enfin, c'est très beau. Et je dis, ok. Et donc, il part. Et je voulais être toute seule dans cette cabane. Et rapidement, j'ai de la compagnie. Ça me saoule parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir de la compagnie. Mais la tempête arrive, donc je vais pas, tu vois. Non, c'est réservé. Voilà, quoi, tu vois. Ben ouais, on va être ensemble, quoi. Et du coup, je décide de passer quelques jours en étoile depuis cette cabane-là. Ok. Et un peu comme un poste d'observation. Ouais. Et je commence à écrire sur cette relation au monde, sur ce qui sera le bouquin sur lequel je suis en train de travailler. Et là, je vais le deuxième matin, le premier après-midi où c'est un peu pourri, la température est passée en positif, ce qui est une énorme galère. Oui, parce qu'il flotte, la neige colle, c'est vraiment la galère, quoi. Ouais. Il y a autant de vent, mais il pleut, enfin, c'est du pourri, quoi. Donc je fais pas très loin, je vais à 4-5 km de la cabane. Ouais. Et là, je vois que j'arrive à une ravine qui est celle de mon rêve avec les loups. Ah ouais. Ok, donc tu vois, je reviens à la cabane, je suis un peu chamboulée de tout ça. Ouais. Et le lendemain matin, je me réveille. Et là, j'hallucine. Devant la porte, à 5 mètres, il y a un lièvre variable sur ses 2 pattes qui me regarde droit dans les yeux et qui ne bouge pas pendant 5 minutes. Ah ouais. J'ai un frisson des pieds à la tête. Et son visage est parfait, il n'y a pas d'écorchure. Et je sais qu'il est en train de me dire, ça y est, là, t'es revenu dans l'axe. Et ça m'émeut, mais vraiment, parce que des lièvres variables, c'est pas un animal que tu vois tous les 4 matins. Non, je veux dire, dans ma carrière d'accompagnatrice, j'en ai croisé une fois du côté de Kerlaveyron, et 2 fois en 20 ans dans les Alpes. Donc là, le lièvre droit sur ses pattes, qui est comme ça, et puis qui a attendu dans les que yeux, tu sortes de la cabane. Et qui est à 5 mètres de moi. Et ça dure 5-10 minutes. Et j'ai tellement envie de faire pipi, il faut que j'aille faire pipi. Je me dis, non mais c'est pas le moment, l'univers, putain, je suis pas dispo, quoi. Et je sens qu'il se passe un truc très fort.
Et je me dis, c'est aujourd'hui que je vais au pied d'Aka. Et je voulais aller faire un petit sommet, mais la neige était un peu verglacée, un peu les mêmes conditions que là où je suis tombée. Ah oui. Et je m'ai fait la chute, je fais, non, je vais pas au sommet, je vais dans le fond de la vallée. Et là, c'était barjot. C'était barjot. Le vent m'a poussée jusqu'au pied de la montagne, il faisait 90 km/h de vent, j'étais dans le sens du vent, donc c'était la teuf, quoi. Je sais pas, j'ai dû faire 10-15 bornes dans le sens du vent. Et là, j'arrive, il n'y a plus rien d'humain, il y a juste une petite sorte de kuta, qui est une sorte de hutte traditionnelle sami. Je sais pas si la prononciation est bonne, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai lu, mais et Samy me corrigerait certainement. Et je sais que ça, c'est la dernière trace humaine avant, parce que j'ai eu pas mal de gens qui sont revenus du Sarac défaits parce qu'ils se sont pris la tempête en pleine gueule et qui sont mis défaits. Et c'est des gens qui font de l'alpisme, pas défaits, des gens qui arrivent avec des tentes cassées, enfin, tu vois, défaits, quoi. Bref, et donc je sais que ça, c'est vraiment la porte, et là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai senti que la terre me portait pour aller dans une direction. C'était hyper émouvant, en fait. C'était un moment d'union totale, en fait, avec le vent. Et il faisait très froid, il faisait moins 17 avec le vent. J'avais du mal à prendre des enregistrements. J'avais du mal, tu vois. J'avais des gants fins et des énormes moufles. Et avec mes gants fins, j'avais de l'onglet. Il fallait que je remette les moufles. Donc, tu vois, les moments d'enregistrement, même de manger, tout ça, c'était très fragmenté. Il fallait aller vite. Et en même temps, j'étais dans une joie mais totale, quoi. Sauf que je savais qu'il fallait que je rentre avec le vent dans le dos. Oui, c'est ça. Et je voulais rentrer à la cabane, je me sentais pas prête de traverser. Enfin, tu vois. Mais parce que là, t'avais une tente? Non, toujours pas. Ah non, donc t'avais pas le choix de... Oui, mais j'avais un abri d'urgence, j'avais pris mon UVP, j'avais quand même de quoi faire un backup pour un bivouac. Ah oui, tu pouvais. Jusqu'à moins 15, je tenais, quoi. En dessous, je sais pas. Et du coup, je rentre et là, je vois que les gens qui occupaient la cabane avec moi sont partis. Et j'ai dit, là, t'as Guessoury pour toi. Et là, je me mets vraiment à écrire, à dessiner, à vraiment être... à même pas tellement bouger, tu vois, à me dire, t'es arrivé, en fait. Ça sert à rien d'aller faire ta traversée, quoi. Et du coup, je reste là, vraiment avec, tu vois, toute cette vie périphérique autour, sentir les lagopèdes, être vraiment en lien avec ce qui est là. Aller voir les élans, enfin, tu vois, vraiment... Ah, il y avait des élans. Ouais. Que j'ai gardé à distance respectueuse. J'ai vu une trace d'ours aussi, qui était fraîche, donc je sais pas... Donc il s'était réveillé, l'ours. Oui, bah, c'était après la Saint-Thibault, donc tu vois, on était autour du 10 avril, normalement, autour du 13. Et puis, je passe une journée vraiment à écouter, faire que ça, en fait. Et puis, de savourer ce cadeau du lièvre. Tu vois, je me dis, c'est dingue, quoi. Je me dis, c'est juste magnifique, quoi. Et là, il y a 2 Français qui sont arrivés, qui étaient vraiment super chouettes. De vieux montagnards, quoi. Et on commence à échanger et ils me disent, tu sais, le Sarek, ici, c'est l'alpinisme à l'horizontale, quoi. Je dis, bah ouais, en fait, c'est trop ça, quoi. Et on a des super échanges et je sens que c'est le moment de bouger cette cabane. Et là, je commence à partir en faisant dos à la montagne Aka. Et en fait, c'est pas possible. Non, tu restes. Je te jure, tous les 500 mètres, je me retournais, je dis, bah non, je peux pas, en fait. Et je me dis, bon, ben là, je suis à une bifurque, soit je m'enfonce et là, je m'éloigne vraiment, soit il y a une cabane à 15 km qui est sur l'autre, si tu veux, ça fait une sorte d'immense vallon. T'as la montagne Aka et t'as le Kutoyore. Et là, je me dis, bon, en fait, il faut que j'aille à Kutoyore, quoi. Comme ça, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, et puis je fais en étoile depuis Kutoyore, tu vois, c'est ok, quoi. J'ai lâché l'envie d'arriver quelque part. J'ai assez de nourriture, j'ai du temps. Donc, tu vois, je fais quelques trucs en étoile depuis Guessoury. Le jour du départ, j'accepte qu'en fait, je vais pas partir loin de la montagne Aka. Et c'est hyper beau pour moi. C'est vraiment juste, je suis à ma place, en fait. Et ce que j'ai à apprendre, j'ai à l'apprendre ici. Et il y a un moment magnifique, mais vraiment, c'était tellement beau. Donc, il n'y a pas de trace du tout là. Il n'y a personne qui est passé depuis la tempête, donc je trace et tout. Et puis, à un moment, je fais c'est une grande curve comme ça. Et je bascule en direction du refuge. Et au loin, vraiment loin, je vois une silhouette humaine. Et là, je suis pas dans la peur. Il fait grand beau, les conditions sont optimum. Enfin, tout est nickel, quoi. Donc, j'ai pas de raison d'avoir peur. Il y a de la visibilité, je sais où je suis. Il y a pas de tension, quoi. Et je vois que cette silhouette humaine, elle vient vers moi, en fait. Et là, donc du coup, je me déroute pour aller la voir. Et là, je vois la veste des hostes, enfin des gardiens de refuge. Elle me regarde, donc c'est Christina, je fais la rencontre de Christina. Elle me dit,
Je savais que quelqu'un allait arriver. Ah ouais. Donc j'ai chauffé le dortoir des invités. Ça fait une semaine que j'ai vu personne. Ah ouais. Puis elle me regarde, elle fait, il y a des gens qui vont d'un point A à un point B, il y en a qui suivent leur cœur. Toi, tu suis ton cœur. Voilà ce qu'elle me dit. Ah ouais. Et elle me dit, la trace au refuge est bonne, t'as qu'à la suivre, je vais faire mon tour, on se retrouve dans quelques heures. Et en fait, mais quelle rencontre avec Christina. On a passé 3 jours dans sa cabane, à méditer, à chanter, à prendre soin du refuge, à couper du bois, aller chercher de l'eau. Et puis moi, du coup, je me dis, je vais faire des boucles depuis Kutoyore. Et ça faisait presque une semaine qu'à force j'étais au pied de la montagne Aka. J'avais toujours pas vu le sommet, c'était tout le temps bouché. Ah ouais. Et je vais au sommet, un sommet qui est juste au-dessus de Kutoyore. Bon, il faut faire une 20aine de kilomètres, tu vois. Et au moment où j'arrive au sommet, là, il y a un Aka qui se dévoile. Ah ouais. Pour la première fois. Je vois le sommet, je la vois en entière. Et j'ai l'impression qu'elle me fait ce cadeau de... Je suis tout ça, quoi. Ouais. Et je trouve ça fou, en fait. Et je me dis, mais quel cadeau, quoi. Et puis il fallait que tu restes là Il pour la voir. fallait que je reste là. Et je redescends et on pratique beaucoup parce que Christina, figure-toi que non seulement elle est gardienne de refuge, mais elle est enseignante de yoga et qu'elle est venue ici pour méditer et écrire un livre. Et elle me dit, tu sais que Aka, ça veut dire la grand-mère et que c'est la montagne sacrée des Samis, en fait, depuis toujours. Et que c'est une montagne sacrée. C'est pas rien d'être là. Et elle passe 3 mois là, tu vois. Et d'un coup, c'est magnifique d'être ensemble, hein, tu vois, mais, comme des gardiennes de la terre qui sont là. Et on n'a pas beaucoup de visites, hein, on est toutes les deux pendant 3 jours. Il y a un gars qui passe, qui est un guide suédois qui fait de l'intendance pour un séjour, tout ça. Donc on discute, très pro, je reprends mon masque de guide occidental. Voilà. Et je sens que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais, en fait. Et en partant, il se passe quelque chose de très beau. Je me dis, j'ai envie de sceller quelque chose avec cette montagne. J'ai envie, je sens que c'est juste. Et je fais une tresse que je coupe. Je prends un rocher. Et à ce moment-là, j'ai mes règles. Et je sens qu'il faut que j'offre ce sang à cette terre. Et que j'ai que ce sang-là, mais qu'il faut que je le fasse. Donc, je choisis un rocher, je mets un petit rocher à l'intérieur. Je recouvre le sang. J'offre ma tresse en signe de reliance avec cette montagne. Et que je reviendrai la voir, en fait. Et que je la remercie de tous les cadeaux. Je la remercie de m'avoir laissé en vie. Je la remercie de m'avoir montré cette terre, de m'avoir nourri avec ses rêves, que je suis comblée, en fait. Que je peux rentrer chez moi, je suis tranquille, quoi. Et je me dis, je suis prête à aller à Jokkmokk, qui est la capitale culturelle des Samis, pour voir ce qui s'y passe, pour rencontrer les Samis là où ils ont envie d'être rencontrés, à savoir un musée culturel. A priori, c'est un lieu où les gens ils sont un peu plus ouverts à parler de leur culture qu'ailleurs. Tu vois, sur leur ski, en train de bosser, en train de faire leur parc, ou en train de faire de la pêche avec leurs potes. Enfin, tu vois, je sens que c'est un autre cadre. Et là, je rentre dans le musée et il y a une partie du musée qui est dédiée aux rituels. Et là, quels sont les rituels Samis? Eh bien, c'est d'offrir une pierre à une grosse pierre en la couvrant de sang. Ah ouais. Oh là là. Et ça, je ne sais pas, moi, quand je fais tout ça. Tu vas de... Et ça me secoue quand même. Hein. Oui, parce que ça fait beaucoup. Là. Ça fait beaucoup, quoi. Énorme. C'est énorme, en fait. Et je suis dans ce musée, je vois tout ce que j'ai vu si vivant, pétrifié, là. Et je me dis, qu'est-ce que je fous dans ce musée? Et il se passe un truc de dingue dans ce musée. Mais vraiment, ça, c'est le pompon du pompon. J'arrive et donc je vais à la coutellerie parce que les Samis ont une tradition d'artisanat et de coutellerie très très belle. Et je commence à discuter avec un petit monsieur que j'identifie pas du tout comme Sami au départ. L'avantage c'est que tout le monde parle très bien anglais, donc tu peux communiquer avec les gens très facilement. D'accord. Il me dit, ah mais vous êtes en vacances, tout ça, je sais pas pourquoi je passe ces vacances là. Mais... Et il me dit, moi je suis un des conservateurs du musée, je suis Sami, tout ça. Puis il me parle des couteaux, je vois que c'est quelqu'un qui connaît très bien. Il me parle des couleurs des Samis. Et il me dit, les couleurs des Samis, c'est, je te donne en mille, jaune, vert, rouge et bleu. Ok, et c'est ton dessin? Ah oui. Et là, je me dis, ok, je vais pas lui dire que je suis là pour visiter le musée, j'y vais cash, quoi. Je dis, il fait, mais vous êtes parti dans les montagnes, tout ça, c'est courageux, tout ça, tout ça. Je dis, en fait, je suis partie pour chanter avec votre terre, quoi. Parce que je suis très touchée par la tradition du yoik. J'ai pas plus que ça.
que l'élan, l'intuition et ce que ça résonne dans mon cœur. Mais j'ai jamais entendu un Sami chanter un yoik en fait. Et là, il est avec un copain à lui qui est norvégien. Ouais. Il me dit, ah bah, Knut, viens, la petite, elle a jamais entendu un yoik. Et là, je me retrouve avec Knut, qui est donc un Sami de Tromsø, donc du nord de la Suède, de la Norvège, pardon, ouais. qui lui est pas un Sami éleveur de rennes, Oui. mais qui est un Sami pêcheur plutôt, Ok. et chasseur. Et là, Michael, donc le conservateur du musée, dit, bah, chante-lui un yoik. Elle a jamais entendu. Et là, je dis, non mais là, c'est magnifique quoi. Donc je me retrouve dans le musée, Ouais. avec ces braves gens. Je dis, est-ce que je peux vous enregistrer? Ouais. Ils me disent ok. Ouais. Et donc je me retrouve avec Knut qui chante un yoik qu'il a écrit pour sa fille, qui me touche beaucoup. Et depuis le début de voyage, à chaque fois que je suis touchée par une rencontre, je fais quoi? Bah, je chante. Ouais. Je dis, est-ce que je peux chanter un chant pour vous? Et là, je crois que je mets tout ce que j'ai, tout quoi. Je pense que tout le musée, il résonne du chant, quoi. Et là, je vois ça, une larme. Et là, il appelle son pote, il fait, la petite, là, elle chante comme nous. Et là, je me dis, mais quel cadeau, quoi. Bah oui. Quel cadeau, enfin, tout est à sa place, en fait. Et là, s'ensuit une vraie discussion autour des Samis. Tu vois, c'est comme si par le chant, là, le lien était... Le lien était là, et il me raconte la vie des chasseurs, ce qui se passe avec les rennes, les machins, les territoires de chasse, les problèmes, les problèmes dans la communauté. Enfin, là, en même temps, Michael, il est sur son smartphone en train de chercher le concours des chanteurs de yoke 2025 qui est passé à la télévision régionale. Il dit, non, parce qu'elle chante comme la fille là. Ah, mais oui, la fille de machin, de trucs de bidule. Tu sais, c'est complètement surréaliste comme moment. Et du coup, tu vois, on reste 1h30 à discuter dans le musée comme ça. C'est une discussion vraiment passionnée, intense. Ouais. Et ça, j'ai tout enregistré, tu vois. Ah, trop bien. Et il m'explique ce que ça veut dire le yoik pour eux. C'est ce chant qui vient du cœur, qui vient chanter un moment, une rencontre avec un animal, avec un végétal, avec un lac. On ne le pense pas, on ne l'écrit pas, il vient du cœur. Okay. Et un bon yoik, c'est un yoik qui vient du cœur et qui fait résonner le cœur de la personne à qui on le chante. Et là, j'ai dit, ben ouais. Ok, ben c'est ce que je fais depuis le début. Ouais. Il me dit, mais t'as appris à chanter où? Je dis, ben, dans les montagnes. Et là, il me regarde, je sens qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, qui nous dépasse tous les deux. Et en même temps, moi, je suis végétarienne, il bouffe que de la viande, il picole comme un trou, il me parle de chasse, il me parle qu'ils utilisent le yoik pour buter des animaux, mais qu'il ne faut pas buter n'importe lequel, parce que sinon, l'hiver d'après, ils n'auront pas de viande. Et en même temps, il me raconte sa rencontre avec un élan à qui il chante régulièrement, et puis d'un autre clan qui le tue, et il est en colère de ça. Tu vois, et donc il y a tout un truc de la réalité incarnée, de ce que ça veut dire d'être Sami, tu vois, c'est pas une image d'Épinal, quoi. Il y a des tensions dans la communauté, c'est complexe. J'ai pas envie de faire la référence aux inconnus, mais il y a le bon et le mauvais chasseur, tu vois. Et je me retrouve plongée dans tout ça avec Mickaël qui est prof d'artisanat Sami, donc il y a aussi une vision. Et du coup, c'est un échange très riche. Et ce qui m'achève, c'est que quand même, la discussion se clôt par « Ah ben, je suis désolée, je dois aller faire un baptême en hélicoptère avec ma fille. » Et je me casse. Et du coup, je me dis « Mais... » Tu vois, c'est complètement fou. Oui. Il vient de me parler de problème de tout le réchauffement climatique et il va quand même faire un baptême avec l'hélico alors que c'est un Sami. Et je trouve ça fou. Parce que c'est toute la complexité de nous, en fait. Et voilà, tu vois, je sens que quand je suis arrivée à Jokkmokk, après ça, bah, à rentrer, j'ai rien d'autre à faire. Que c'est la fin. Que t'as bouclé. Que c'est la boucle, quoi. Ouais. Et que ben là, c'est temps que je rentre, en fait. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Mais je sais que c'est pas bouclé définitivement. Ouais. Je sais qu'il y a un... Bah là, le lien, il est créé. Et qu'il faut y retourner. Ouais. Et je sais pas quand, tu vois, mais c'est comme si je devais... Il y a un autre épisode, c'est pas possible autrement. Donc c'est pour ça que, tu vois, pour répondre à ta question, pourquoi je suis allée en Laponie, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai décidé, j'ai l'impression que c'est la Laponie qui t'a appelé. Qui m'a appelée, ce qui est très différent. Et que du coup, j'ai mis concrètement les choses pour que ce soit possible, que ce soit le budget du voyage, le train, enfin j'ai pris mes billets de train, j'ai fait mes petits lyophilisés, j'ai choisi mon équipement. Oui, il y a un côté très concret. Oui, t'as pas volé jusqu'en Laponie. J'ai pas volé en télétransportation, quoi, on est bien d'accord. Et souvent, les gens, ils croient que les gens qui méditent sont des mecs complètement perchés, mais pas du tout, c'est très concret. Mais avoir cette dimension-là dans le voyage, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai ramené cette peau de reine. Comme si j'avais envie qu'elle me rappelle cette terre.
et que je compose avec elle et que cette terre, elle me guide ici. Et que la question que m'a posée la chamane il y a presque 8-9 ans maintenant, je commence à avoir un peu plus d'éléments pour y répondre. Ouais. Et je pense que le chant est une vraie voie pour honorer le vivant. Pour moi, la Laponie, j'aime pas le terme Laponie, il faut comprendre qu'en fait, le terme Laponie, il est lié au terme suédois, qui veut dire Lapon, qui veut dire les pouilleux, les gens haillons. Ah, je savais pas ça. Et c'est hyper violent pour les Samis que leur terre, ce soit la terre des gens haillons. Ah, oui. Alors qu'ils ont une classe indéfinissable quand ils sont dans leur costume traditionnel. Et que pour eux, c'est le Samland. C'est la terre des Samis. Okay. Et du coup, j'ai du mal à utiliser le terme Laponie en sachant ça aujourd'hui. D'accord. Tu vois, ça m'écorche un peu la bouche, même si au début, tu captes pas tout ça. Oui. Puis on n'y met aucune mauvaise intention, mais en attendant, c'est un mot et ça a de la puissance. Alors, c'est carrément cautionner tout le génocide qu'il y a eu. D'accord. Il faut comprendre quand même que les Suédois sont allés jusqu'à livrer certains Samis, certaines communautés Samis, à des expériences scientifiques de mesuration des crânes, de carnets. C'est une réalité historique, ça. D'accord. Donc voilà, ça n'a pas été tendre. Hein. Ouais. Il y a eu des pensionnats un petit peu comme chez les Amérindiens au Canada, de rééducation culturelle. Je vois. Où ils ont été empêchés de chanter les yoik. Par exemple, le yoik a été ça je l'ai compris après, hein, mais vraiment un outil de lutte politique. Donc tu vois, c'est un peu étrange pour moi de sentir dans l'intuition ça, mais moi je suis pas issue de ce génocide-là, c'est aussi une réalité. Et pour autant, il y a des liens. Il y a des liens. Même à des endroits très différents de la planète. Et donc voilà ce que je suis partie faire en Laponie pour de vrai. Je suis partie grandir. C'est très beau. C'est un très très beau récit. Je pourrais te dire que mes chaussures ont pété, qu'elles se sont ouvertes, ce qui est vrai, que les becs de canard c'est pourri, prendre d'autres fixes, que j'avais peut-être pas le matériel le plus high-tech, que 9 jours d'autonomie c'est courant en Laponie, que je meurs d'envie d'y retourner, mais que j'y retourne pas parce que mon fils a son bac, que en bonne mère de famille je vais être là. Mais j'ai tout à apprendre de cette terre encore. Oui. Et je suis au début. Tout le temps, quoi. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. J'étais venue avec plein de questions, très carrées, très carrées. Je t'avais envoyé les quelques questions. Et puis au final, tu nous as fait ce récit, et c'est un très beau cadeau, je trouve. Ça ouvre énormément les perspectives sur mon futur voyage aussi. Et puis voilà, c'est un très beau récit. Donc merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que je peux chanter pour toi? Bien sûr. Parce que quand même. Bye.